On connaît le rap, on a le flow, ça coule dans le sang. Notre rap est sanguinaire, on ne blague pas, on ne s'amuse pas, on ne rit pas avec les gens. On gifle, paille, paille, on cogne, pum, pum, on tente les courats avec les filles. Aïe, si elles refusent leur truc, on dit seulement mouf, mouf des, partez avec. Vous croyez que quoi? C'est comme ça, quand tu fais le rap, il faut être nerveux, très nerveux, trop nerveux. Il faut être violent, mal mauvais. Il faut faire la révolution contre le système. C'est comme ça, le rap, pourquoi c'est comme ça? Vous demandez à qui? Moi je ne sais pas. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. J'ai grandi, c'est comme ça. Je vais mourir, ça sera comme ça. Et c'est pour ça, je fais mes rimes. Pas en bas, débat, repas, sans appât, autre pas. Il n'y a pas, et on dit seulement touche pas mon manioc avec le fiamono. Touche pas mon manioc avec le fiamono. Touche pas mon manioc. Touche pas mon manioc avec le fiamono. 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 Dis donc, Donaco, donne-nous le son. Vas-y mon gars. Mesdames, messieurs, on a le plaisir de recevoir justement Valérie Ndongo. On touche pas mon manioc, Don Narco en featuring avec les Gonogo le show. Alors il faut distinguer rappeur et chanteur. Moi je suis pas chanteur, je suis nul en chant. Je chante comme deux pieds gauche, je suis archi méga nul. Faire du rap, ça n'a rien à voir avec le chant. Maintenant il y a beaucoup de chanteurs, de rappeurs qui chantent aussi. Mais moi, voilà quoi, nous, moi je fais un sketch, c'était une blague. Une blague qui a bien marché, qui a même dépassé la blague que j'imaginais à la base. Mais voilà quoi, c'était un rap, c'était en fait pour... comment je veux dire ça? C'était pour parodier et puis me foutre un peu de la gueule des rappeurs qui ont souvent... À l'époque, parce que maintenant ils ont un discours différent. À l'époque, ils avaient trop un discours de révolutionnaire. On veut changer les choses, on veut ci, on veut ça. Mais voilà quoi, c'était des révolutionnaires en papier mâché. Maintenant, ils sont dans tout, sauf dans la révolution, ils sont dans le business, quoi, tu vois. Encore que la révolution, c'est un business au-dessus du business. Mais ils sont vraiment dans les textes, voilà, quoi. Bah, c'est marrant, c'est tout. C'est pas... Il y a... certains sont dans des, on va dire, des revendications sociales qui tiennent la route, comme mon gars sur le Viber, que moi j'adore particulièrement. Et puis, j'aime bien le flow de ténor aussi. Mais en général, il n'y a plus trop... L'essence du rap à la base, c'était quelque chose pour dénoncer, pour dire voilà ce qui se passe dans la rue, le peuple dit ça. Mais maintenant, je pense qu'ils le disent, mais différemment. Et puis, voilà, ça marche, on va dire, ça marche mieux qu'avant aussi. Autre élément que tu voulais plus ou moins présenter, en tout cas, c'est la lecture qu'on fait également. Un rappeur qui dit des mots après qui se rend compte qu'il ne sait même pas quelle est la signification. Dans tous les cas, il les a dit. Non, c'est parce qu'en fait, dans la musique en général, il y a des chansons, tu sens que le mbom s'y a forcé la rime. C'est-à-dire, ce n'est pas dit que la rime là est pourrie, mais il fallait que la rime passe. Et c'est dans cette optique-là que j'ai fait ce rap. C'est-à-dire, il faut rimer. Parce que il y a des chansons ou des raps, tu écoutes, tu dis, ah, mon frère, la rime là, tu as forcé. Tu as forcé, mais c'est passé. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a une espèce de faiblesse d'écriture chez certains, où à un moment, on se sent vraiment obligé de faire rimer des mots qui n'ont pas forcément une profondeur dans la compréhension. Mais voilà, il y a d'autres, ceux qui sont vraiment doués, ceux qui marchent bien, c'est ceux qui arrivent à faire rimer des mots, à avoir des profondeurs dans le message et avoir un lyrique vraiment posé, vraiment avec un flow qui groove, voilà quoi. Mais il y a d'autres facochers qui font les rimes pour la rime. On va fermer la parenthèse justement de cet aspect de ta vie, de ta carrière, qui est justement le volet musicien, rappeur particulièrement, un vidéogramme quand même qui était... Quand même tu étais un visionnaire, plus ou moins, parce qu'après, il y avait une bonne réalisation, une bonne intention dans le fond, les pompes qui sont sur le mur. Oui, mais ça avait été réalisé par Échou. Rigobert à moi. Ah, finalement, il fait tout, et lui également. Oui, bien sûr. Non, c'est pas comme si j'avais pris un facochère du souk. C'est un vrai gars qui a réalisé, qui a eu une vraie idée, qui m'a proposé le scénario. J'ai dit, gars, on y va. Bon, revenons justement, il y a de cela quelques années, je crois que ça fait 9 ou 10 ans aujourd'hui. Pour ce qui me concerne, honnêtement, je ne te connaissais pas. Et c'est également la plupart justement des Camerounais ne te connaissaient pas. Mais il y a ce sketch-là qui a fait boom justement sur le plan national et même international. On s'en sortit ici au Quat. Et ces gars, c'est les travailleurs de Dieu. Ça, c'est des vrais gars. Quand
tu débarques au quad, fonce tout droit vers l'assemblée chrétienne du terrible réveil de Jésus-Christ dans le sang de l'agneau. Parce que là-bas, esprit démoniaque qui s'assoit sur cette chaise, je te cherche, je t'attrape, je t'arrête et je te dis, mouf. Et je te balade dans les flammes de l'enfer. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Témoignage, un stand-up inoubliable qui n'est pas encore rangé dans les tiroirs de l'histoire et qui reste quelque part toujours d'actualité. Tu l'as fait à Douala, particulièrement à Bercy. Bercy, ouais. Est-ce que tu es d'accord quand même que quelque part, voilà ce qui a été l'un des plus gros déclics sur le plan national et même international? Oui, bien sûr, ça reste aujourd'hui mon sketch le plus populaire. Ouais. Jusqu'à maintenant, hein, j'en ai fait d'autres qui ont marché, mais ça reste un peu le sketch le plus populaire. Bah écoute, chaque artiste a toujours dans sa carrière quelque chose qui a marqué les gens. Ouais. Quelque chose qui a marqué les gens un peu plus que les autres choses que tu as proposées au grand public. Maintenant, avec le temps, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas forcément ce sketch-là. Ouais. Qui ne savent même pas que j'ai fait des sketchs il y a 10-15 ans. Ouais. Ouais, qui connaissent ma carrière de maintenant. Qui connaissent le Burger Quiz, qui connaissent certains sketchs de l'Africa Stand-Up, les Blancs aiment les problèmes, qui connaissent Congosa Lounge, la série, qui ont connu le Fort Boyard il y a 3-4 ans et tout. Donc, le travail d'un artiste, c'est de pouvoir rester au sommet en se diversifiant, en changeant, en s'adaptant à son époque, en changeant de casquette entre guillemets, et puis en restant vivant, artistiquement, professionnellement, en restant au très haut niveau sur 20-30 ans, et voire plus. Ta première parution à l'écran, c'était à l'âge de 18 ans, dans un court-métrage de Marie-Solange Amougou. C'est Google qui vous a sauvé. Ces gars sont allés sur Google. Bah, c'est parce que Google existe et tout que... Non, mais c'est bien parce qu'il y a des gens souvent dans des émissions radio et voire même télé qui arrivent, ils disent bon alors parle-nous un peu de toi. C'est une question d'un gars qui n'a pas cherché les infos sur toi, qui n'a pas grand chose sur toi. C'est-à-dire qu'on appelle ça la paresse intellectuelle et professionnelle. Mais c'est bien parce qu'il suffit d'aller sur Google pour avoir des informations sur quelqu'un. Effectivement, en 98, je fais à la recherche des métiers avec Marie-Solange Amougou. Est-ce que c'est 98 ou c'est avant? Oui. C'est 98. C'est 98. Elle insiste, hein, c'est 98. Oui, non, Google l'a aidé, c'est 98. Et puis après, voilà, je suis allé au centre d'apprentissage théâtral de Yaoundé. Ouais. C'était derrière Elf Ngousso à l'époque. Elf Ngousso n'existe plus. Donc les jeunes, ceux qui sont nés en 2000, là, ils ne peuvent pas connaître Elf. Ouais. Encore moins Elf Ngousso. Et après ça, j'ai commencé en 2000, j'ai bossé avec Essigny Media à partir de 2000. Et puis voilà quoi, les choses ont évolué, c'est allé dans beaucoup de sens. Exactement. Jusqu'à celui-là. Et lorsqu'on voit la courbe de ta carrière, une pente totalement croissante, c'est quoi le secret pour se maintenir à ce niveau de performance et toujours être autant innovant? Parce que celles et ceux qui étaient de ton époque ne sont plus obligatoirement toujours d'actualité aujourd'hui au même titre que toi. Et même ceux qui sont de la nouvelle génération parfois peinent à être au même niveau. Le secret c'est le ninja. Il faut boire le ninja. Quand tu bois le ninja, ça travaille ton mental, ça travaille l'esprit. Il faut dire que moi je bois beaucoup le ninja, mais depuis mon mental n'est pas travaillé du tout. Oui, mais tu bois ça mal. On boit ça comment? Il faut demander aux anciens. D'accord. Voilà. Monsieur le sage, s'il vous plaît, comment est-ce qu'il faut maison, boire je vais le t'expliquer ninja? ça. La maison c'est où déjà? Au Dja, petit marché, tu descends, tu demandes la maison, on te dit que c'est là. Non, bon, attends, pour être sérieux, en fait, il faut... Déjà, il faut prendre ce métier comme un métier, déjà. Ouais. Et il faut se dire que tu vas en faire l'outil de ta vie. Tu vas en faire ta carrière et que tu n'as que ça. Quand quelqu'un n'a que ça, il est obligé de travailler d'arrache-pied matin, midi, soir. Quand quelqu'un n'a que ça, il est obligé de tout faire pour que cette chose qu'il a soit vraiment une chose qui lui apporte l'épanouissement dans tous les secteurs, professionnels, financiers, et amoureux, familial et tout. Tu essayes parce que c'est que ça. Moi, je ne vis que de ce que je fais, je ne vis de rien d'autre. Ouais. Et c'est à travers ce que je fais que j'ai eu tout ce que j'ai eu dans la vie, que j'ai
c'est ce métier qui m'a fait faire le tour du monde, que je sais que beaucoup de fonctionnaires qui ont les gros postes le nom ne vont jamais faire la moitié des pays que ce métier m'a permis de faire. Et voilà quoi, c'est un métier. N'en déplaise aux journalistes, c'est le plus beau métier du monde, parce que les journalistes, vous aimez dire que c'est pour nous le plus beau métier du monde. Oui, on continuera à dire ça. Non, c'est que c'est faux. On sait que vous mentez. Non, de nous, vous savez que vous mentez. Le plus beau métier du monde, c'est artiste. Parce que c'est le seul métier où tu peux être journaliste dedans. Tu peux être animateur. La preuve, je suis animateur télé. Étant humoriste, tu peux faire des films où tu es animateur. Tu peux faire des films. En fait, tu peux tout faire avec ces métiers-là. Un humoriste, un artiste peut faire ce que vous faites. Il peut vivre plusieurs vies en réalité. Bah oui, 365 vies. Tu vois, vous voyez un peu. Maintenant, et c'est un métier qui permet que très facilement et très vite, tu fais le tour du monde. Pour un journaliste, c'est pas si évident que ça. À part être journaliste d'investigation dans une grosse chaîne qui a les moyens de t'envoyer faire des reportages en Afghanistan, au Soudan et ailleurs, ce qui n'est pas donné à plus de 10 journalistes, c'est très difficile. Alors que les artistes, c'est donné à tous les artistes. Pour peu que ta carrière marche, pour peu que le public te suive, pour peu que, que ce que tu fais touche les gens, touche un public plus ou moins grand, bah c'est parti, tu t'en vas. Mais c'est très dur par contre, c'est très dur. Et grâce aux personnes comme toi, on a justement la chance d'être parmi les pays d'Afrique francophone et d'Afrique tout court en tête de peloton en ce qui concerne la comédie. On a énormément de concepts que tu as mis sur pied et on a également énormément de jeunes que tu as tirés. On parlera certainement d'eux tout à l'heure, mais on a toujours cette impression, peut-être tu vas nous rassurer en nous disant le contraire, on a toujours l'impression qu'on est quelque part à la traîne lorsqu'on observe d'autres pays. Quel est ton regard à propos justement de l'évolution de cet élément que nous avons fondamentalement, l'humour, dans notre pays? Heureusement que tu as bien orienté ta question. Si ta question allait dans l'autre sens que je pensais entrevoir, on allait avoir des problèmes. Parce que généralement, cette question-là, dans la plupart des médias où je vais, c'est oui, est-ce que les humoristes s'en sortent? Est-ce que vous pensez que votre métier nourrit son homme? Ça là, si tu allais là-bas, j'allais te dire que moi, non, c'est que c'est vous qui souffrez. On connaît les salaires des animateurs radio ici dehors. Donc c'est pas à nous qu'il faut poser cette question-là. Mais ta question est partie. Non mais je te rassure, et nous on nous fait très bien ici. À Calac, tu vois, c'est l'une des meilleures radios. Ouais, votre salaire c'est le gombo de Valérie, donc un vendredi, un mariage. Ton salaire du mois. C'est un vendredi, un gombo, et je peux en faire 2 ou 3 le même vendredi, tu vois. Maintenant, pour revenir à la question de l'humour, je sais pas pourquoi les gens ont cette impression, on a la traîne par rapport à quoi, par rapport à qui. Déjà, et puis la plupart des gens qui le disent, c'est des gens qui viennent pour le spectacle. C'est des gens qui ne consomment pas l'art. C'est des gens qui ne payent pas les tickets pour aller voir les artistes travailler. Et c'est eux qui disent, ouais, machin. Non, je fais un spectacle, c'est toujours plein. Moustique fait, c'est toujours plein. Takam, c'est toujours plein. Marcus, c'est toujours plein. Même les jeunes, les Gabi Kamer, c'est toujours plein. Nel Cruz fait, c'est toujours plein. Fingon fait, c'est toujours plein. Bon, on a la traîne par rapport à quoi? C'est la malchance. La personne qui a la traîne, c'est les institutions du Cameroun qui sont à la traîne pour structurer, pour mettre les moyens à la disposition des opérateurs culturels pour que les choses se fassent. En termes de concept, que ce soit sur le net, ou bien à la télévision, ou bien sur le live, on n'est pas à la traîne. On n'a seulement pas les mêmes structures que d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit la traîne, tu passes à la Côte d'Ivoire. Mais tu ne voulais pas dire la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu as dit, mais bon. Je sais que tu voulais dire la Côte d'Ivoire. Il y a que la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas ça. Les Ivoiriens, ils ont le Palais de la Culture. Le Palais de la Culture, tu as la possibilité de faire 4 à 5 spectacles simultanés le même jour, à la même heure. Parce que dans ce palais-là, il y a suffisamment de salles où on peut le faire. Et je vais à Abidjan tout le temps, donc je parle de ce que je sais. Tu vas dans la salle de 600 places, il y a un spectacle, 1000 places, 1500 places, 4000 places, et puis il y a encore le plein air. Donc tu as la possibilité d'avoir 5 spectacles au même moment, qui sont tous pleins au même moment. Au Cameroun, on peut le faire, mais on n'a pas la salle. On n'a pas un palais de la culture pour le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait dans les salles différentes, mais on fait tout le temps. Mais les gens ont toujours envie de croire, de se convaincre que ça marche moins qu'ailleurs. Et c'est ces gens-là qui ne viennent pas au spectacle. Parce que ceux qui viennent au spectacle savent que ça marche. Moi, j'ai vécu des situations à Douala, par exemple, où il y a 3-4 ans, on a eu le même soir la nuit du rire de Cyril Bojico et le stand-up party de Marcus le même soir. Un spectacle au Castle Hall de Bali
un autre spectacle à Place Saint-David de Bonanjo. C'est des salles de 1000 places à peu près chacune qui étaient archi pleines. Je suis le seul qui ait juste les 2 plateaux le même soir. Donc, ça veut dire que c'est possible. On a eu à Yaoundé des soirées où 3 artistes font des spectacles dans 3 salles différentes qui sont archi pleines les 3. Mais ça, c'est des choses comme l'information n'est pas forcément relayée. Les gens pensent que non, il y a... Mais si, si, ça marche. Ce qui ne marche pas, c'est pas nous les artistes. Ouais. C'est les gens qui ont les moyens ou alors le pouvoir de construire les salles et de structurer le métier. Il y a pas une sorte d'accompagnement étatique. C'est eux qui ne marchent pas. Ouais. Voilà, c'est pas nous. Nous, on marche. On marche même très bien. Tellement on marche que je suis là. Maintenant, même on court. Demain matin, on va commencer à s'envoler. Tu vois, après, on va prendre les fusées, on va partir là où on part. Ouais. Tu vois, donc ça marche. Et ça marche parce que le public aime ce qu'on fait. Le public nous suit. Le public est tout le temps sur son téléphone. Il y a tellement de web-séries en ligne là qui marchent tout le temps. Aujourd'hui, tu es carrément une référence et c'est peu de le dire. Ils sont très nombreux, même d'ailleurs, qui viennent justement pour être dans ton écurie et avoir justement un peu de ton expérience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu tires la main de ceux qui sont dans le besoin. On va malheureusement parler des choses tristes. Ils sont très nombreux également, celles et ceux que tu as tenu la main et qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Miss Ngacho, Blaise Calaba et bien d'autres personnes. Quand tu observes notre environnement, il y a énormément de superstitions qui se disent ça et là. Quel est ton regard sur tous ces décès que nous rencontrons au quotidien? Non, mais déjà, la première chose, c'est que c'est un fait que le milieu artistique traverse un moment difficile et douloureux parce que perdre autant d'artistes en si peu de temps, c'est douloureux et ça fait même peur à un moment. Mais après, l'une des remarques, c'est que c'est comme si ça conforte les gens dans une idée parce que ici au 237, le succès des gens met tellement la lumière sur l'échec des autres que les gens se sentent obligés de se réjouir du malheur quand ça frappe une certaine corporation. Parce que les gens estiment que s'ils ont réussi aussi vite, entre guillemets, s'ils ont réussi aussi bien, c'est qu'ils ont trempé la main quelque part, ouais. Ils sont dans les choses louches, ils ont vendu les lasses, ils sont dans les loges et tout, c'est du n'importe quoi. En fait, ça c'est... comment je vais dire ça ? C'est la fainéantise et c'est l'aigreur qui fait parler comme ça. C'est-à-dire, les gens, le succès est tellement difficile à obtenir. Personne ne réussit en un jour. Même si vous voyez quelqu'un faire le buzz aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui a depuis 2, 3 ans, parfois 5 ans, 6 ans, qui a essayé des choses, ça n'a pas marché. Un jour, il a essayé un truc qui a marché, il est connu. C'est vrai que dans le monde des réseaux sociaux, il y a des gens qui arrivent un matin, boum. Mais dans la plupart des cas, c'est des gens qui ont travaillé depuis longtemps. Donc, être dans une situation où on a des deuils, des tragédies en peu de temps qui touchent des jeunes très talentueux, parce que si les jeunes là étaient nuls, s'ils étaient des facochères, on n'en parlerait pas. C'est parce que c'est des jeunes très talentueux et les gens veulent se consoler en disant qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, alors que c'est des gens qui ont travaillé dur pour avoir leur succès. Malheureusement, la mort frappe partout. Mais quand ça frappe chez les artistes, comme notre métier, c'est être sous l'effet de la rampe. Donc c'est normal que tout le monde en parle, parce que les fonctionnaires qui meurent tous les jours, il y en a beaucoup plus, mais ils ne sont pas forcément sous l'effet de la rampe. Donc c'est normal qu'on en parle. C'est juste dommage que les gens prennent ça comme prétexte pour déverser la haine et en vouloir aux gens qui ont réussi. C'est ça qui est dommage. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'entretien. Olivia. Pour parler toujours d'accompagnement, Valérie Ndongo, fondateur du Valérie Ndongo Comedy Club, j'ai envie de demander quelle est la démarche à suivre pour se faire accompagner par Valérie Ndongo. Est-ce que lorsqu'on est humoriste, on se rend au Valérie Ndongo Comedy Club et puis là, on est accompagné? Oui, moi par exemple, je suis humoriste. C'est faux. Ouais. C'est-à-dire un gars qui a Kalak FM et qui ne me savait ta caméra et puis qui va me parler. Vraiment, toi tu es vendu. Un gars qui a Kalak FM ne peut pas parler de ce que tu veux parler là. Tu appelles ta cam, tu gères ça avec Lyon, qui sur les problèmes. Non mais c'est une manière de parler. Non, c'est très simple, Moi, tous ceux qui m'écrivent en ligne, même sur WhatsApp, ouais. Parce que j'ai la mauvaise habitude de remettre mon numéro à tous ceux qui me le demandent. Ouais. Voilà quoi. Mais après, je réponds pas à tout le monde. Bah oui, je réponds à ceux qui écrivent des choses sérieuses. Si tu m'écris, gars, on dit quoi?
Vraiment, moi, je ne sais pas ce qu'elle veut répondre. Moi, je laisse ça là, comme ça là. Je fais vu, mais pas. Non, mais c'est très simple. Tu viens au Valérie Ndongo Comedy Club, on répète les mercredis et les jeudis. Aussi simple que ça. Tu viens, tu répètes pendant quelques semaines. Le jour où ton sketch est prêt, on te fait passer. On te fait jouer. Bon, là, maintenant, là, on est en vacances, comme des gens sérieux. On a fermé le 12 août. On a fait le dernier spectacle. On réouvre le Comedy Club le 20 septembre. Voilà, donc là, on est en vacances, tranquille, on vit la vie. On mange le poisson. On va au dimanche au tarot. On va... Non, moi, je suis habitué au dimanche tarot. Hein. Et Moustique me doit aller à l'Aristoune. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on va gérer inbox. Parce que le nombre de tarots que les là, chop sur le petit là, à un moment, il doit me battre quelque chose. Quand il vient généralement au Valérie Ndongo Comedy Club, il consomme quand même, j'espère. Oui, il y a un bar resto, évidemment, ça va de soi. Il y a un bar resto, évidemment, et on prépare également un concept pour septembre qui va s'appeler, on va dire, le Ndomba Party. Ouais. Donc, on va... Non, le tarot d'une part et le Ndomba d'autre part. Voilà, nous les artistes, maintenant, là, on est là tous les barman. Vous créez tous les restos. Ça veut dire que désormais, comédie rime avec nourriture dans cette et boissons. Voilà. Faut préciser. Maintenant, pour l'instant, Moustique et moi, on guette Takam. On attend quand il va ouvrir son bar. On sait qu'il va ouvrir le bar. Pour le moment, il a l'onction du voyage. Il voyage un peu partout. Ah, là, c'est un nouveau voyage. On a déjà voyagé ça depuis longtemps. Peut-être si lui, il va ouvrir ça, je ne sais pas où, à Paris ou à Hong Kong. Il va tourner. Ce qu'il fait là, on a fait ça avant. Il va tourner, va revenir, il va ouvrir le bar. Le jour où il va ouvrir le bar, on sera les premiers clients. Terminons, dis-nous, Valérie Ndongo, de tous les poulains que tu as jusqu'aujourd'hui, ce serait difficile de les compter sur le doigt, même les doigts des deux mains. Quel est celui qui te rend le plus fier? Question difficile. Oui, c'est difficile parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai là 20 ans de carrière. Hein. Ouais. Ça n'a pas l'air comme ça. J'en ai connu beaucoup. Le premier, c'est Major AC, qui a été mon premier élève, qui a été la première révélation, qui est devenu beaucoup plus tard que moi. Ouais, hein. Et bizarrement. Ah oui. Bon, ça veut dire qu'en tant que formateur, j'assure. Ouais. Maintenant, le gars est devenu superstar plus que moi. Il dit, ok, c'est bon, petit, il y a quoi? Il y a lui, on va dire, malheureusement, il y a le défunt Blaise Calaba. Là, il y a Andro Lamour qui est excellent. Il y a Chalon Tama qui est au Parlement du Riz. Ouais. Il y a Sylvanie. Il y a Norma qui a joué dans le Blanc de Yenga à l'époque, qui est quand même aujourd'hui encore son œuvre, on va dire, la plus connue, entre guillemets. Ouais. Et il y a qui d'autre? Il y a comment il s'appelle le petit là? Décris-le, on va dire comment il s'appelle. Oui, non, ça va. Bertrand Kené, Kédé, il dit bien Kené. Oui, Seigneur. Voilà quoi. Et puis j'ai pas de Sylvanine déjà. Il y a Miss Ngacho, de regretter mémoire. Et puis il a failli avoir Moustique. Mais c'est son problème. Il a failli avoir Moustique. Mais Moustique, on se connaissait en 2013 ou 2014, je crois. Il était venu, on avait une résidence à Obobogo, où on faisait les formations. Puis il était venu, on a travaillé un sketch, son personnage de Tobias. Alors, le souci que j'avais eu avec Moustique, c'est que son personnage, à l'époque, ça me faisait tellement penser à Cindy Minja. Ouais. Que voilà quoi, moi ça m'avait énervé dès que petit, on va changer ça, on va faire autre chose. Bon, heureusement qu'il m'a pas écouté. Ouais. Donc il a continué, son personnage est devenu un personnage iconique dans le milieu culturel. Et puis lui-même m'a rappelé ça il y a un an ou deux, qu'en fait il était venu me voir dans les années 2008-2009. Au début, il voulait passer en première partie dans de mes spectacles. Moi je lui ai dit, non, je viens à Beaux Ateliers, machin et tout. C'est lui qui m'a rappelé ça, moi je ne m'en souvenais plus. Ouais. Après, j'ai dit qu'il était fâché. J'ai dit que bon, Moustique, aujourd'hui tu es Moustique, non. Si un petit vient que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu ne sais pas ce qu'il fait, il vient te voir 10 minutes avant ton one-man show, il te dit, grand, laisse-moi faire la première partie, tu vas faire quoi? Ne passe pas. C'est là où j'ai dit que buvons, c'est bon. On a commandé la bière, on a encore bu. Lorsque ces vidéos sont sur la toile, ça fait le tour et... Quand même, ça, à l'unanimité, on dit qu'il a du talent. Et quelque part aussi, c'est peut-être grâce à toi. Tu l'as révélé ou bien tu l'as formé, tu nous le diras. J'espère ne pas mal prononcer. Aysen. Aysen Amazia. Voilà, Aysen. Tu prononces ça comme les blancs. Hein. Ouais, justement. On est qu'à là, tu vois. Oui, ça fait partie des personnes dont je suis extrêmement fier. Aysen Amazia. Ça fait peut-être 2-3 ans à peu près que j'ai découvert. Et je l'ai découvert au bar. Au bar comment? Au bar, non.
J'étais assis dans un bar comme ça, ma chose au Bobo. Je vois un gars qui vient, oh grand, c'est comment, c'est toi, machin. Ouais. Et le gars, je peux t'offrir une bière. Il dit, peut-être tu m'offres la bière alors que je assieds-toi, tu bois et paye. Comment tu peux me dire ça? Le Kokunyouf, il buvait les Malta. Il buvait les Malta avec les cocaïnes, mais ça, c'est quel petit qui me fatigue l'esprit. Il boit les Malta, il va me déranger. En plein soir au Bobo dans un bar. Il m'a dit, ouais, je veux faire ça. J'ai pris son numéro, je lui ai dit, bon, écoute, quand je vais encore faire un casting, je vais te dire. Et puis on a fait un casting presque un an après, je l'ai appelé, il était à Yaoundé, il est venu faire le casting, c'était extraordinaire quoi. Et le résultat justement, ça donne ça. Est-ce que ça va toujours? Alors cette fois-ci on est allé jusqu'à l'extrême nord du Cameroun, 65 degrés à l'ombre. Le top des artistes locaux, uniquement sur You Want You.